En Lituanie, les trains, on les bichonne. Et les croix, on en fait des montagnes. Ici, on pourrait se croire en plein désert, en pleine Sibérie ou en pleine Alsace. Et en Lituanie, ce sont les géants qui regardent passer les trains. Donc, pour aller tester l'eau froide de la mer Baltique. Prends cette épuisette et allons à la pêche. Pour se faire offrir un bouquet en altitude. Tiens, c'est pour toi. Ah merci, c'est très gentil. J'apprécie. Et pour découvrir des châteaux au fil de l'eau, le train c'est pas mal. Il était une fois 3 petits pays baltes. Chacun son caractère, chacun son histoire, mais vu de loin, c'est un peu flou. La Lituanie, c'est celui qui est le plus au sud, celui qui a une frontière avec la Pologne. C'est là que j'ai décidé d'aller prendre le train. La Lituanie fait partie de l'Union européenne, alors qu'il y a une trentaine d'années, elle faisait partie de l'URSS. Je me demande bien quelle peut être l'atmosphère dans ce petit pays si discret, mais à l'histoire si agitée. Je choisis d'aller à la gare dans une ville moyenne, standard, la petite ville de Lentvaris. Ah, voilà la gare, première gare lituanienne. Bah, ça commence bien, il y a une sorte de char devant. Il doit se passer un truc. Bonjour, la basse. La basse. Bonjour. Excusez-moi. Je peux vous demander pourquoi il y a un char ici, devant la gare? Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Je déposais simplement mon voisin à la gare. Attendez, vous voulez dire que vous amenez votre voisin à la gare en char? Bah ouais, c'est drôle comme véhicule, non? C'est dimanche. On est là pour s'amuser. Ah ouais. Ah oui, d'accord, ça se fait ça de se balader en char en Lituanie. Bien sûr. Yes. Il n'y a rien d'illégal tant qu'on reste sur la route. Et puis, on est en Europe. On est libre. Et ça va, c'était bien ce petit tour je sais pas comment je veux dire, en char. Oui, c'est un trajet sympa. Et puis c'est très très confortable. Très confortable. Oui, oui. Et il ment un petit peu, non? Je pense pas. Et puis, on attire souvent l'attention. Ah, c'est ça. Quand on est à bord, on se fait remarquer. Notamment par les filles. Ah oui, ça c'est bon pour les filles, ça? Pour moi, oui. Et c'est rapide? C'est pas une Formule 1. On ne peut monter qu'à 30 km/h, ce qui est déjà pas mal. Hein? Depuis notre village, ça fait une trotte. Et en plus, il faut respecter le code de la route. Ah, ok. Bon, moi je vais devoir y aller. Mon train ne va pas tarder. Ok. Ravi de vous avoir rencontré. Au revoir. Ah, c'est dingue, c'est marrant ça, cette histoire. Et je peux jeter un petit coup d'œil? Can I have a look? Oui, bien sûr. Et je peux même te déposer quelque part. Vraiment? Bah écoute, si t'as le temps. Oui, j'ai du temps. Bon, avant de prendre le train. T'es d'accord? Ok. Ah, c'est marrant ça. Et c'est fait pour quoi au départ, ce genre d'engin? C'est pour le transport de troupes. On peut y mettre une dizaine de soldats. Bon, assez parlé. On y va? Ouais. Allez, faut y aller. Bienvenue dans mon taxi. Ça, c'est pas banal là, comme taxi. Ah oui, c'est pas... Faut être souple. Ça va? Yes, I'm okay. C'est parti. Ça, c'est marrant.
pas... Je suis pas sûr qu'on ferait 2000 km, mais c'est pas inconfortable. Le problème, c'est pour les paysages, on voit pas grand-chose. Profitez du toit ouvrant. Franchement, je pensais pas que ma première balade en Lituanie, ce serait en char. Vous m'entendez? Do you hear me? Ouais, Je peux aller là? Il y a un trou là. Je peux me rapprocher? mais oui, bien sûr. Pas de problème. Je vais te donner un casque. On s'entendra mieux. Tu peux te mettre debout pour être plus haut. Like this? C'est pas mal, hein, j'aime bien. Et là, c'est la place de qui? C'est la place du commandant. Ah, j'aime bien. Très bien. Allez, c'est reparti. Mais là, on est pas mal, là. Hein? Ouais, c'est parce que le commandant doit tout voir pour contrôler les alentours. Ah oui, je pense que je serai un bon commandant, là. Je pourrais lui annoncer le passage piéton, par exemple, oui. Attention, passage piéton droit devant. Merci, pas de problème. Est-ce que je suis un bon commandant? Ouais, tu me fais de bonnes remarques. Pour annoncer les piétons, je suis super bon. Ouais. Ah, c'est pas mal, là. J'aime bien. Et why do you like that? Pourquoi vous aimez ce genre d'engin? Oula, c'est une longue histoire. Ça remonte à quand j'étais ado. Avec un pote, on voulait intégrer l'armée. On s'est présenté et ils l'ont pris lui, mais pas moi. Et pourquoi? Parce que mon pote avait 16 ans et moi seulement 15. J'étais contrarié, alors je me suis dit, et si je créais ma propre armée? Enfin, plutôt si j'achetais des chars. Vraiment? Ouais, bon là, on doit faire demi-tour. Ah. Est-ce que vous faites ça aussi dans l'idée un jour peut-être de devoir protéger votre pays? Quand on a des voisins comme les nôtres, mieux vaut être prêt. Nous, aujourd'hui en Lituanie, on n'a pas envie de faire partie de nouveau d'une Union soviétique. A lot of people have Et il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça? here. Oui, bien sûr. Le régime soviétique, plus jamais ça. On est de retour à la gare, cher ami. Mais écoutez, c'est une des arrivées en gare les plus étonnantes que j'ai faites. Hein. Et tu n'en referas jamais une autre comme ça. Non, je pense pas. C'est quand même top. J'adore. Thank you very much. Merci à toi. Fantastique. Et voilà. Ça y est, t'es libre. Après cette petite virée militaire, je vais prendre le train. Cette petite gare provinciale se trouve sur la ligne la plus fréquentée du pays, une ligne qui traverse toute la Lituanie d'est en ouest, et les trains sont plutôt récents.
Ouh, ça tricote ici. Hello, bonjour. Je peux venir là? Oui, Qu'est-ce que vous tricotez? c'est une petite couverture. Mais une couverture, c'est énorme, ça va vous prendre des mois. Non, je suis une tricoteuse qui a l'habitude. Je suis rapide. Là, je pense que dans 4 jours, ma couverture sera finie. Mais dis donc, vous êtes une championne. Mais alors, je vois qu'elle est quand même très ajourée, cette couverture. Est-ce qu'elle va être bien chaude? Oui, elle sera chaude. C'est de la laine. Et en plus, moi, je tricote avec 3 fils. Ça améliore bien la qualité. Ah oui, parce qu'il y a 3 fils en même temps. Ah d'accord, ok. Ah, je connaissais pas cette technique. Et ça, c'est plus chaud. Oui, c'est plus chaud. Et c'est plus solide aussi. Ah bon? Alors, je comprends pas pourquoi c'est plus chaud, alors que quand même si vous faites avec un fil composé de 3 fils, il y a plein de trous. Parce que le froid, il passe à travers les trous. Excusez-moi, je prends un cours de tricot, là, j'en profite un petit peu. C'est surtout pour faire joli. Mais évidemment, ce sera aussi très chaud. Parce que quand je me blottirai dedans, ça me protégera bien. J'aurai chaud tout en restant élégante. Ah ok, donc c'est un subtil mélange entre l'esthétique et la chaleur. C'est exactement ça. Et alors, est-ce qu'on tricote beaucoup en Lituanie? Oui, bien sûr. Toutes mes copines tricotent. Moi, par exemple, quand je regarde la télé, je ne peux pas m'empêcher de tricoter. Il faut toujours que je fasse quelque chose de mes mains. J'aime ça. Et est-ce que c'est parce que les hivers sont froids ici? Parce qu'on est quand même très au nord. Non, non, je ne crois pas que nos hivers soient si froids. D'où je viens, l'hiver est assez doux. Bon, c'est vrai qu'il fait peut-être un peu plus froid que chez vous, mais pas tant que ça en fait. Ah oui, c'est une légende de dire qu'il fait froid en Lituanie et dans les pays baltes, c'est pas vrai? Non, il ne fait pas si froid. Tu sais, sur la côte, au bord de la Baltique, il fait plutôt doux. Et il ne gèle pas en hiver. Et alors l'été, il fait quelle température? L'été, il fait doux. Et parfois, il fait même chaud. Même très très chaud. Chaud comment? Parfois, il fait plus de 30 degrés. Ah oui? Quand on a 30 degrés, on a très très chaud. Et parfois, avec l'humidité de la mer, eh bien, on a presque l'impression d'être sous les tropiques. Plus 30 degrés, mais alors ça veut dire qu'on peut aller à la plage en Lituanie et se baigner et bronzer sur le sable? Ça franchement, j'imaginais pas ça. Oui, bien sûr. Nos plages sont magnifiques. On a de très belles stations balnéaires. On peut nager dans la mer Baltique. Il y a du sable blanc, des dunes. C'est vraiment superbe. J'aime bien la façon dont vous parlez de votre pays. Je sens que vous le défendez, hein. Vous avez envie d'en dire du bien. Oui, c'est évident que j'aime mon pays. Je l'adore. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Bon voyage. Thank you. Tout ça m'a donné envie d'aller humer l'air de la campagne lituanienne. Je descends en pleine nature. Il y a du vert partout, des lacs cerclés de forêts. Ici, le premier rayon de soleil venu, les baigneurs sont de sortie. C'est aussi le pays des grandes plaines verdoyantes. Et au milieu de cette campagne lumineuse, en plein champ, il y a un lieu sacré. Un endroit que tous les Lituaniens connaissent et qui semble les unir depuis des siècles. Ah non, mais ce lieu, c'est incroyable, incroyable. C'est une forêt de croix. En pleine nature, comme ça, en pleine campagne. Au début, on a l'impression en bas que c'est un cimetière, mais en fait, non. Ça s'élève comme ça.
l'origine de la colline des Croix est un mystère. Mais depuis un passé lointain, des pèlerins viennent de toute la Lituanie pour s'y recueillir et faire des vœux en déposant des croix et de petites effigies de la Vierge. Personne ne sait combien de croix se sont accumulées ici. Certains disent qu'il y en aurait plus de 100 000. Pour les Lituaniens, cette colline sacrée est aussi un symbole de résistance à toutes les invasions, même pendant l'époque soviétique, alors que la religion était interdite et que l'endroit fut complètement rasé à coups de bulldozer, les croix sont revenues. C'est quand même un lieu incroyable parce que de voir les gens comme ça, tout seuls, disséminés sur la colline, au milieu de cette forêt de croix, et puis dans cette nature avec le bruit des insectes et tout ça. C'est vraiment une ambiance unique. Bonjour. Bonjour. Vous cherchez un endroit pour planter votre croix. Qu'est-ce que vous faites? Ah oh, il y a les autres croix qui s'effondrent. Ça va? Are you okay? Mon Dieu, ça s'effondre. Ah bon? Ah ben vous mettez une autre croix pour tenir la plus grande. D'accord. Je sais pas si c'est très réglementaire, mais... Comme ça. Ah. Comme ça. Ah, c'est la croix métal qui sert de... D'accord. Ouais, c'est pas facile. Ah, ok. Ça tient, là? Oh. Ah ben, les personnes qui ont mis ces croix, elles vont... Je pense qu'elles ne savent pas ce qui se passe. Ça va tomber, là, hein. Je sens que ça tombe. Il faut faire attention. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Oui, ça tombe. Ah, bah, c'est une catastrophe. Voilà. Je sais pas si c'est bien chrétien ce que vous faites là. Vous avez le droit de toucher les croix comme ça? Oui, bien sûr. Je les bouge un peu de quelques centimètres. Je les bouge de leur emplacement original. Il faut bien remettre un peu d'ordre. Mais les gens qui ont bien choisi amoureusement la place de leur croix, ils vont pas être contents? Effectivement, si je bouge les grosses croix, il vaudrait mieux prévenir les gens parce qu'ils vont s'en apercevoir. Mais bon, les petites, personne ne va le remarquer. Et votre croix, vous tenez à la mettre là? Moi, je ne pose pas de croix. Moi, je suis le gardien du lieu, le gardien des croix. Je nettoie, je range et je répare. Ah, ok, vous êtes le jardinier de la colline des Croix. Oui, on peut dire ça. C'est moi qui entretiens ce lieu. Et ça fait combien de temps que vous êtes le jardinier de la colline? Oh là, ça fait plus de 20 ans. 20 ans. Ah, dis donc. Mais alors c'est incroyable ce nombre de croix. Vous savez combien il y a de croix ici en tout? Vous avez déjà compté? Il y en a des milliers, des milliers, des milliards. Milliards? Mais c'est impossible de compter. Personne ne sait combien il y a de croix ici. Les grandes, c'est facile. Mais les petites, regarde, il y en a partout. C'est impossible. Et ce qui est fou, c'est que il y en a même dans le sol, là, si on regarde bien, il y a des strates. Là, regardez. Elles sont dans le sol, il y en a plusieurs épaisseurs comme ça? Oui, oui. Il y en a beaucoup au sol. C'est pour ça que je dois nettoyer tout le temps. Il y en a tellement. Quand je peux, je les répare aussi. Mais quand elles sont trop usées, eh bien, je suis obligé de les jeter. Sinon, il y en aurait trop, il y en aurait partout.
voulez de l'aide? Ça va aller? Oui, tu peux m'aider. Tu vois, c'est pas toujours facile de les garder debout. Parfois, il faut être ingénieux. Ce que j'aimais, c'est votre façon de caler les grandes croix avec des petites croix. Ah oui, ça tient là. Mais c'est un travail infini, ça s'arrêtera jamais votre travail ici. Tant qu'il y aura des fidèles qui viendront ici mettre des croix, ce travail sera sans fin. Mais la grande, elle est tombée là. Oui, elle est tombée à cause du vent. Et oui, il faudrait la remettre en place, mais c'est difficile. Et là, elle repose sur une croix de fer. Ça fait croix de bois, croix de fer. Tu vois toutes ces croix? Les gens en mettent partout. Ils en rajoutent, les unes sur les autres. Il y en a des milliers. Et ça s'entasse. Et j'entends un son, là, il y a quelqu'un qui parle dessous, comme une voix. C'est quoi? Ça, c'est à cause d'un pèlerin. Il vient tous les jours prier ici. Et puis un jour, il a déposé un poste de radio pour diffuser des messes et des prières sans interruption. On ne peut jamais l'éteindre. Et donc là, il planque une radio là-dessous? Et vous pouvez pas l'éteindre? C'est ça. Viens voir par là. Regarde la radio. Elle est cachée et scellée derrière. C'est tout bloqué et tout cimenté. C'est comme ça qu'il a fait. C'est incroyable, mais il a coulé le béton dans lequel est fixée la boîte? Parce que là, elle est dans le béton, la boîte. Oui, il a tout fait lui-même. Il a apporté ses outils, il a apporté son ciment, tout ça. Il est très, très croyant. Et il a fait ça tout seul. On a essayé de lui dire que c'était interdit, mais il ne veut rien savoir. On a essayé de l'en empêcher, mais il l'a fait quand même. Alors on laisse la radio comme ça. Ah, c'est dingue quand même. Et ça diffuse du son comme ça toute la journée? Oui, toute la journée. C'est un travail sans fin. Vous ne finirez jamais. Ah ça, on n'en finira jamais. Cette colline, je te dis, elle a besoin de bonne volonté. Et est-ce que ça vous touche d'être entouré de ces milliers et millions de croix qui sont autant d'histoires, d'espérances, de prières? Oui, et ça me fatigue pas. Bien au contraire. Quand je rentre chez moi le soir, après une journée à tout nettoyer ici, je me sens serein. Je suis pas fatigué. Je reste toujours positif. Tu sais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un travail fatigant. Bien au contraire. C'est un travail qui me calme, qui me détend. Ah oui. Vous pensez qu'il y a ici quelque chose qui vous fait du bien? Oui. Je suis convaincu qu'ici, il y a une force qui t'apporte beaucoup d'énergie positive, qui te fait du bien. Je le sens. Mon âme est apaisée ici. La colline des Croix est un peu comme la Lituanie, modeste, mais toujours là, affrontant toutes les tempêtes
mais ne perdant jamais espoir. Je vais reprendre le train en pensant à ces bulldozers soviétiques écrasant les croix et aux habitants qui venaient la nuit, au péril de leur vie, les replanter, comme un défi. Je me demande bien, alors que la Lituanie n'est indépendante que depuis 1991, quel œil les Lituaniens jettent aujourd'hui sur leurs grands voisins russes. J'en profite pour en discuter avec les passagers. Et alors, question qu'on se pose souvent, c'est quel est le lien avec la Russie et quels sont les souvenirs que vous ont laissés les soviétiques et l'époque de l'URSS? Avec la Russie, c'est assez compliqué, car on a une longue histoire commune. On est resté environ 50 ans sous l'emprise de l'Union soviétique. Et comment était la vie sous l'ère soviétique ici en Lituanie? On m'a raconté plein d'histoires. Par exemple, on te disait d'aller dans telle école, puis ensuite dans telle université, et après on t'assignait dans telle usine et tu allais y faire le boulot qu'on avait choisi pour toi. Et on te donnait un appartement à côté de l'usine et voilà. Tu avais ta maison et ton boulot pour le reste de ta vie. Est-ce qu'il y a des gens ici, des gens qui ont connu l'époque soviétique, qui regrettent cette période? Ah oui, je suis sûre qu'il y en a. Il y a des gens qui trouvaient que la vie était plus simple à l'époque. Tu n'avais pas à te prendre la tête. Parfois, les anciens disent que c'était mieux à l'époque soviétique. Et pourquoi ils pensent que c'était mieux? Je pense qu'il y a plusieurs raisons très différentes. Tu sais, la vie est moins compliquée quand on t'impose des choix, plutôt que d'avoir à les choisir par toi-même. Pendant les temps soviétiques, on t'assignait à un emploi, à un appartement. Tu faisais toujours la même chose. D'une certaine manière, c'était rassurant. Tu n'avais pas à réfléchir à autre chose. Tu n'étais pas responsabilisé. Bref, ta vie était faite. C'est-à-dire qu'ils trouvent sécurisant de n'avoir aucun choix à faire pour leur vie. Tout est décidé pour eux et ils trouvent ça tranquille. Eh bien oui. D'une certaine manière, c'est plus simple et rassurant de se dire qu'on n'est jamais responsable de ses choix. Que tu sois heureux ou pas, eh bien, ce n'est jamais de ta faute. C'est la faute d'un système. C'est la faute des autres. Et aujourd'hui, vous pensez qu'il y a encore des traces de tout ça dans les esprits? Vous auriez un exemple? Un autre exemple? Eh bien, aujourd'hui encore, tu sais, c'est difficile de se faire des amis en Lituanie. Mais quand tu deviens ami avec un Lituanien, c'est pour la vie. Et ça vient du régime communiste, parce qu'à l'époque, on ne faisait confiance à personne. Pourquoi? Parce qu'il y avait le KGB. Il y avait aussi beaucoup d'espions dans la population qui surveillaient tout le monde. Ils surveillaient qu'il n'y avait pas d'indépendantistes ou des infos qui arrivent de l'Ouest. Et parfois, ton voisin ou tes amis pouvaient te dénoncer au parti. Et alors, tu allais en prison ou en hôpital psychiatrique. Et là, ta vie était détruite, foutue. Donc, il ne fallait faire confiance à personne, sauf à tes amis les plus proches et à ta famille. Mais tu restais toujours sur tes gardes. Durant l'époque soviétique, on n'aurait jamais pu se parler librement comme ça dans un train. Non, on n'aurait jamais pu exprimer nos idées, nos opinions, parce qu'on ne savait jamais qui pouvait nous écouter. Ils auraient pu nous dénoncer. Et donc, 30 ans après, vous gardez encore un peu de cette méfiance? Je pense que d'une certaine manière, oui. Aujourd'hui encore,
Les Lituaniens ne sont pas très expressifs et ils ne montrent que très peu leurs émotions en public. On fait toujours attention à ne pas être trop exubérant en public, à ne pas parler trop fort ni à danser par exemple. On reste souvent assis dans notre coin. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Je t'en prie. Et j'espère que tu te feras de nombreux amis lituaniens durant ton voyage. Mais vous m'avez dit que c'était très difficile. Oui, ça l'est. Mais je te l'ai dit, si tu t'en fais un, il sera ton ami pour la vie. Il faut juste faire un petit peu d'effort. Ok, je vais faire des efforts. Mais avec vous, c'est pas très difficile. Alors on peut être amis pour la vie. Nous arrivons tranquillement au terminus de la ligne. Je dois quitter ma nouvelle amie pour la vie. Je ne pouvais pas rater cette halte près de la mer Baltique. Car on ne le dit pas souvent, mais la Lituanie, ce sont d'immenses plages splendides. Notamment sur l'isthme de Courland, une longue langue de terre, à l'abri du monde, sur laquelle on se sent immédiatement en vacances. De petites stations balnéaires adorables, qui ne chercheraient pas trop à se faire connaître, mais que les amateurs de sérénité ont noté soigneusement dans leur carnet de voyage. De vastes plages, une eau qui étonnamment peut monter à 27 degrés l'été, car il y a peu de profondeur à cet endroit. Des dunes, des pins, c'est un vrai petit coin de paradis caché. Un petit coin de paradis dont la forêt cache un secret. Ça, c'est un endroit, c'est irréel. D'abord, le son. Écoutez. Un son puissant, permanent. On dirait des grenouilles, mais c'est pas ça. Et puis alors, ici tout autour, là, sur les feuilles, partout, il y a une espèce de blanc, comme une sorte de poudre épaisse. Voilà. Et puis alors ça, vous l'avez pas chez vous, mais ça sent pas bon. C'est assez... voilà. Et surtout, les arbres. Les arbres qui n'ont pas l'air en bonne santé. Ont même l'air carrément morts. Et tout ça, pourquoi ? Eh bien, la réponse, elle est là-haut. Il y a une colonie d'environ 2000 cormorans qui est venue s'installer ici. Ils ont fait leur nid au-dessus des arbres. Ils sont pas loin de la mer pour aller chercher les poissons. Et alors, le problème, c'est que 2000 cormorans, ça fait beaucoup de fientes. Et la fiente du cormoran est acide. Et en plus, le cormoran, quand il repère ce qui lui paraît être un ennemi, il lâche une crotte sur l'ennemi pour l'éloigner. Donc ça fait des fientes en plus. Et bien toute cette acidité, quand elle arrive au sol, c'est très mauvais pour les arbres et ils meurent. Et voilà le résultat. Ce petit coin de forêt est presque inquiétant. Tous ces arbres morts, tous ces cormorans, c'est comme si tout à coup les oiseaux avaient conscience de leur nouveau pouvoir, comme dans un film d'Hitchcock. L'isthme de Courland est un lieu magique, une vraie surprise, encore plus beau au coucher du soleil. Je vais reprendre le train, et cette fois, c'est juste pour l'ambiance. Une petite gare très mignonne. Un petit train très mignon. C'est une des balades préférées des Lituaniens. Une balade de 68 km sur une ancienne ligne de fret qui est si jolie
qu'elle est classée parmi les trésors du patrimoine culturel lituanien. C'est l'occasion pour moi de papoter un peu avec les passagers pour tenter de comprendre quelle différence il peut y avoir entre les 3 pays baltes et ce que chacun d'entre eux pense de son voisin. Abbas, Bonjour. je peux m'asseoir là? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que les Lituaniens disent des Estoniens et qu'est-ce que les Estoniens disent des Lituaniens? C'est vrai qu'on aime bien faire des blagues entre pays baltes, parce qu'il y a pas mal d'ironie et de sarcasme. On est un peu comme des frères et sœurs, et c'est vrai qu'on se chamaille un peu. Par exemple, nous, on dit des Estoniens qu'ils aiment les très petites choses. Quand on parle de leur maison, on dit qu'elle ne fait jamais plus d'1 mètre carré. Et leurs phrases sont tellement petites qu'elles ne font jamais plus de 3 mots. Ah bon? Et quelles blagues les Estoniens font sur les Lituaniens? Vous les connaissez? Souvent, ils se moquent de nous parce qu'ils nous prennent pour des gens de la terre, des fermiers. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens du cru, quoi. Les Estoniens disent de nous qu'on fait des boissons dures, des boissons fortes. Ah bon, d'accord. Et c'est vrai, vous faites des boissons fortes? Parfois, oui, c'est vrai. On fait des alcools à 60 degrés. C'est fait à base de miel. Mais comme on est des gens forts, eh bien, ça ne nous fait pas peur. Enfin, c'est ce qu'on dit. Et parfois, les Estoniens comparent les femmes lituaniennes à un sachet de thé. Un sachet de thé qu'il faut mettre dans l'eau chaude pour savoir à quel point il est fort. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, ça veut dire que pour savoir ce qu'une femme lituanienne a dans le ventre, il faut la tester. Et comme pour un sachet de thé, il faut la tremper dans l'eau bouillante pour connaître sa fermeté, sa force. Et c'est vrai ça, les femmes lituaniennes sont particulièrement fortes? On a été éduqués pour être des femmes avec du caractère. Toutes les femmes? Oui, je crois bien. Et j'espère d'ailleurs que tu en rencontreras une. Et que tu découvriras ça par toi-même. Ok. Merci beaucoup. Hacho. Merci. Il manque à mon voyage un moment essentiel. Un tour à la capitale, Vilnius. Car Vilnius, c'est tout simplement un petit bijou. Une vieille ville plutôt baroque, joliment rénovée, de nombreuses églises et souvent une délicate lumière. Le centre historique est classé au patrimoine mondial de l'humanité. Et puis, il y a l'ambiance, les terrasses, un esprit plutôt jeune. Bref, Vilnius, c'est assez sympa. Le symbole de la ville, et même de tout le pays, la tour de l'ancien château du fondateur de Vilnius au XIIIe siècle, trône fièrement au-dessus de cette capitale. Enfin, plus tout à fait aussi fièrement que ça. En fait, si vous regardez bien tout autour, les autres collines sont couvertes d'arbres. Et celle-ci, non. Il y a juste un gazon, entretenu d'ailleurs dans des conditions assez acrobatiques. Et pourquoi? Parce que les autorités ont pensé que ce serait bien de couper les arbres pour qu'on voit mieux le monument du pays, pour que ce soit plus joli.
Alors oui, c'est vrai, c'est assez joli, sauf que les arbres ne retiennent plus le sol et il y a des glissements de terrain comme ici, là, juste en dessous, qui menacent l'endroit. Alors on fait des tas de travaux pour essayer de compenser, mais franchement, j'aime autant vous dire que le symbole du pays qui s'effondre, dans le quartier, ça fait un peu jaser. En Lituanie, quand on s'éloigne de Vilnius, c'est plutôt bucolique. Des lacs, des forêts de pins. Mon endroit préféré, c'est la région de Trakai. Trakai est son château qui a fière allure au milieu de son lac. Les villages sont faits de maisons de bois, de jardins croquignolets, au-dessus desquels les cigognes ont trouvé refuge. Tout est calme, soigneusement entretenu, même le cimetière. Je remarque malgré tout quelque chose d'étrange. Il se passe un truc quand même très curieux, c'est que ce monsieur, il va de tombe en tombe et il est assez ému devant certaines tombes et il y a ce chant. Bonjour, à la basse. J'ose pas déranger. La basse, bonjour. Bonjour. Je peux vous parler un petit peu? Oui. J'ai vu ce monsieur assez ému devant plusieurs tombes. C'est des gens de sa famille? Non, il est là pour pleurer. Il pleure, mais il pleure. Différentes tombes sont des gens de sa famille? Non, on le paye pour pleurer et chanter sur les tombes des gens. Il est payé pour faire ça. Il est payé pour pleurer sur les tombes? Oui, exactement. Ah bon? Et il connaît ou il a connu les gens qui le pleurent? Certains, oui, mais pas tous. Et je peux aller le voir, vous pensez? Oui, allez-y. La basse, bonjour. Vous pleurez cette personne parce que c'est une commande? On vous a envoyé faire ça? Oui. Ses descendants m'ont demandé, il y a quelques années, de venir pleurer régulièrement sur la tombe de leurs défunts parents. C'est-à-dire qu'ils vous ont donné de l'argent il y a combien de temps? C'était il y a 3 ans. Les gens te donnent quelques euros pour pleurer de temps en temps sur les tombes. C'est une vieille tradition ici. Mais parfois, certains préfèrent que je chante. D'autres que je pleure. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous payent pour pleurer physiquement, avec des larmes? Ça dépend des gens. Pleurer sur commande, c'est pas facile. Ça me demande beaucoup d'énergie. Il faut que je sois triste au plus profond de moi.
Alors je me conditionne. Mais là, aujourd'hui, je n'y arrive pas trop. Alors je chante plutôt. Alors ça, c'est incroyable, mais comment vous... Parce que vous avez l'air vraiment sincèrement ému quand je vous vois aller de tombe en tombe, c'est touchant. Mais comment vous faites pour ressentir de l'émotion pour quelqu'un qui est décédé avant que vous soyez même né? J'ai quelques petites techniques pour arriver à être triste. D'abord, il faut se conditionner. Moi, par exemple, je pense à des moments tristes, à des événements qui me donnent beaucoup d'émotions, qui me donnent envie de pleurer. Et puis ensuite, je serre mes mains comme ça. Ça amplifie ma tristesse intérieure. Ça, c'est incroyable. Et pourquoi mettre vos mains comme ça vous rend plus triste ou plus dans l'émotion? Je ne sais pas vraiment, mais c'est ma façon de faire. C'est ma façon d'être. C'est comme ça que je suis quand je suis triste. Et dans cette position, je me sens vraiment triste. Ça c'est un métier incroyable. Et vous faites ça tous les jours? Vous venez pleurer tous les jours? Non, pas tous les jours. Ça dépend. Mais là, je dois chanter encore un peu pour ce défunt. Et est-ce qu'il y a des fois où on vous demande de pleurer réellement et vous ne réussissez pas à pleurer, comme peut-être ici par exemple? Oui, ça m'arrive. Quand je dois pleurer à chaudes larmes, il faut que je sois très très triste. Et en forme, car c'est épuisant. Quand j'étais jeune, c'était plus facile, mais aujourd'hui, c'est tellement émouvant pour moi que je préfère pleurer avec des mots. Mais là, je dois aller chanter sur une autre tombe. Où ça? Là-bas. Et je peux vous suivre? Oui. Ouais. Vous voulez aller où? Je ne sais pas. Mais ça me prend beaucoup d'énergie. Il y a tant d'émotions. C'est un travail assez difficile et éprouvant. Alors je préfère rentrer. Ah oui, ça vous émeut à ce point-là? Oui. Ah, ok. Bon, ben merci. Hacho? C'est fou quand même, et ça le remue comme ça? Oui, il est très émotif. Il est très sensible. Ah oui? Mais ça paraît fou qu'il soit aussi touché par des... C'est incroyable, hein. Des gens qu'il connaît à peine ou pas du tout, ou qu'il n'a pas du tout connus. Oui, c'est parce qu'il est sensible. Et moi, je suis là pour le soutenir. Je suis sa femme. Mon rôle, c'est de l'aider à surmonter son trop-plein de tristesse. Ah, vous êtes sa femme. Et depuis combien de temps il fait ça? Depuis 1986. Il était jeune à l'époque, mais déjà très émotif. Il était très croyant. Et avec sa maman, ils allaient à la messe très régulièrement. Et elle chantait aussi des chants religieux. Et ça va, ça le rend pas trop triste à la maison, dans la vie quotidienne, de faire ça? Non, à la maison, il n'est pas si triste, bien au contraire. Quand il rentre, il prend un petit verre et tout de suite, ça va mieux. Ok. Et vous et votre mari, vous allez vous aussi demander à ce que quelqu'un vienne pleurer ou se recueillir sur vos tombes? Ça dépendra de nos enfants.
Ce sont eux qui décident. C'est la famille qui décide, la descendance. Bon. Alors votre mari a disparu, j'espère qu'il est allé se reposer je sais pas où. Il va revenir ou c'est terminé pour aujourd'hui? Non, je crois pas. Je vais aller le rejoindre. Bon, ben vous lui ferez toutes mes amitiés. Merci beaucoup. Acho. Au revoir. La Lituanie, c'est tout petit, mais c'est tout un monde. Un monde qui, au cours de l'histoire, a été tant de fois envahi, dominé, libéré, mais qui est toujours là. Un monde dont on parle peu, modeste, mais qui a son caractère bien à lui. Il y a ici comme une force qui s'appuie sur des racines solides et tellement profondes qu'elle semble résister à toutes les tempêtes.